Voici le front de la bataille. Un front comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire des guerres. Ici, la journée commence comme elle se termine, avec les équipes au sol s'affairant sur les forteresses volantes. Les mécaniciens ont en charge un bombardier attitré, et des liens se créent entre l'homme et la machine. Lorsque l'avion part en mission, il est parfois possible qu'il ne revienne pas. Alors les hommes font leur boulot du mieux possible. De plus, si un truc clochait, la faute leur serait peut-être imputée. Aujourd'hui, ces bombes vont quitter cet entrepôt pour être larguées sur des villes allemandes. La livraison et la manipulation de ces bombes sont les tâches très risquées confiées à ces hommes. Ces bombes ont un formidable pouvoir destructeur. Lorsqu'elles sont lâchées, elles arrivent à plus de 1000 km/h sur les cibles ennemies. Les pilotes, les artilleurs et les navigateurs prennent place pour la séance de briefing. Le commandant leur dévoile la carte de leur prochaine cible. Parfois, à ce moment-là, les visages blêmissent. Parfois, le sentiment qu'ils ne reviendront pas de cette mission s'empare d'eux. Dire qu'il n'y a pas longtemps, ils étaient encore à l'école, assis dans ce genre de salle, en train de rêver ou même de dormir. Mais là, ils écoutent et notent la moindre information. Cela leur permet de ne plus penser à eux, d'oublier la peur et de se concentrer sur la mission. Sur le type de formation, le point d'assemblée, leurs haches, les cibles, la météo, les avions ennemis, leur artillerie anti-aérienne, leur localisation. Ne pas oublier que si vous devez atterrir en territoire ennemi, vous devez détruire votre matériel. Si vous êtes fait prisonnier, ne leur dites rien de plus que votre nom, grade et votre matricule. Point. Les bombes n'ont pas besoin d'un billet retour. Les hommes, oui. Voici l'équipage du Memphis Belle. C'est la 324e escadre de la 91e équipe en bombardement massif. Regardez, ce seul avion et cet équipage forment l'une des nombreuses escadres des forces aériennes de l'armée américaine. Eh bien les amis, ça n'a jamais été une partie de plaisir de survoler leur territoire. Alors ce sera pareil aujourd'hui. Nous n'aurons pas d'escorte. Alors ouvrez l'œil et pas de discussion radio inutile. Ne gaspillez pas vos munitions et ne ratez pas vos cibles. C'est compris, Inlan? Oui, mon commandant. Faites votre boulot comme d'habitude et Memphis Belle vous ramènera à la maison. Compris? Allons-y. Ces hommes ont accompli plus de 24 missions avec cet engin. Dans cette guerre, ce sont eux qui se battent le plus haut. Et question combat dans les airs, ce sont les champions. Leur expérience n'a pas de prix.
C'est la raison pour laquelle, s'ils rentrent de leur mission cet après-midi, ils partiront tous former plus d'1 millier de futurs aviateurs au pays. Et leur pays, c'est l'Amérique. Voici donc le front de la bataille. Il n'y en a jamais eu un tel que celui-ci. On n'y voit aucune grosse armée, ni aucun canon vociférant. Non, on entend juste le vrombrissement des bombardiers dans cette campagne anglaise, autrefois si paisible. Écoutez cette vague de décollage. Pour la 25e fois, les roues du Memphis Belle quittent le sol de l'Angleterre. En dessous, il n'y a que petites fermes, jolis cottages et de vieilles propriétés entourées de vastes et beaux jardins. Ces paysages, les soldats américains n'en avaient entendu parler que dans les classiques anglais qu'ils avaient étudiés à l'école. Les villes et les villages anglais sont peuplés de fiers habitants qui défendent leur île depuis plus de 1000 ans. Mais aujourd'hui, leur pays a bien changé. Leur territoire a été transformé en un champ de bombardement, en un terrain d'aviation pour bombardiers, dont la tâche est de faire plier la forteresse européenne d'Hitler. Voyez ces hangars. Ils ont été bâtis pour construire, réparer et entretenir les bombardiers, et la foultitude de pistes en ciment qui les entourent permet le décollage et l'atterrissage des avions. C'est à cela que ressemble l'Angleterre au bout de 5 années de guerre. Et voici un nouveau front de bataille, le front aérien du haut duquel on cherche à localiser la cible ennemie. Ce n'est pas ses infanteries, ni son artillerie, ni même ses divisions de Panzer, non. Mais c'est une menace bien plus grande, son cœur industriel. C'est en effet la clé de voûte de l'Empire nazi, le combustible qui alimente ses besoins irrépressibles de conquête. Son cœur industriel, ce sont les aciéries, les raffineries, les chantiers navals, les usines et les fabriques d'armes. Détruire ces cibles, c'est les empêcher d'avoir de nouveaux fusils, des munitions, des obus, des tanks, des avions. Ces cibles doivent donc être détruites. Et voici par qui. Le Memphis Belle part avec le maximum de bombes et 10 hommes d'équipage. Le pilote, le capitaine Robert Morgan de la Caroline du Nord. Il a emmené l'avion à travers l'Atlantique. Le copilote, le capitaine Jim Morinus, est étudiant à l'Université des sciences économiques du Connecticut. L'opérateur radio, le sergent Bob Hanson, travaille sur les chantiers à Washington. Le navigateur, le capitaine Chuck Lee, étudie la chimie dans l'Ohio. L'ingénieur et artilleur, le sergent Harold Luck, de Green Bay, dans le Wisconsin. Il en charge la tourelle supérieure. Le sergent John Kinlan de New York est l'artilleur dans la queue de l'avion.
Il s'est engagé le 6 décembre 1941. Et le dernier artilleur, le sergent Cecil Scott, qui vient du New Jersey. Attention, nous arrivons à 3000 mètres. Mettez vos masques à oxygène. Il monte à 100 mètres minute. Cela devient aussi dur de respirer dans l'avion qu'à la montagne. Le reste de l'équipage. Le bombardier, le capitaine Vincent Evans, qui était camionneur au Texas. Les artilleurs. À droite, le sergent Bill Winchell, chimiste à Chicago. Et à gauche, le sergent Tony Nastal, réparateur de machines à laver à Détroit. Il a 19 ans et a déjà descendu 2 fighters nazis. Cela demande toute l'attention des pilotes de maintenir en formation des avions qui pèsent tous plus de 30 tonnes. Mais pour les bombardiers, face à l'aviation ennemie, c'est encore la meilleure défense à adopter. Les engins sont déployés de telle sorte que l'on peut atteindre l'assaillant d'où qu'il vienne. De haut ou d'en bas, de droite comme de gauche. 50 pièces d'artillerie sont capables de répliquer immédiatement. En dessous, on aperçoit encore les côtes britanniques. Spectacle peu enthousiasmant, mais d'ici quelques heures, au retour, et si retour il y a, ce sera la plus belle vue qu'il y ait au monde. Toujours plus haut, 11 000 mètres. Au sol, on ne nous voit plus. Nous sommes à une telle altitude que sans oxygène, on perd connaissance au bout d'une minute. Avant d'arriver sur les cibles, les hommes effectuent les dernières vérifications d'usage. Le matériel, les niveaux. C'est l'attente. Le moment de réflexion. Toujours plus haut, toujours plus froid. La température atteint moins 40. Sans les gants, les doigts seraient gelés. Les avions avancent dans un monde étrange, irréel. Plus haut, il y a la stratosphère où il n'y a pas âme qui vive. Les moteurs laissent derrière nous des traînées blanches dans le ciel. C'est très beau, mais les hommes ne sont pas vraiment sensibles à ce spectacle. Cela signifie qu'au sol, on les aperçoit aisément. Pour que ces bombardiers effectuent leur mission, tout doit être pensé et travaillé de façon très précise. La cible est Wilhelmshaven, mais l'ennemi est fort et a la capacité de déjouer nos plans. Voici ses défenses. Chaque point représente une base aéronautique nazie. Quant à ces DCA, elles sont disséminées le long de la côte pour protéger au mieux les installations. Des radars balaient tout le secteur. Voilà le plan pour déjouer leur défense et frapper en plein cœur de leur territoire. À 13h30, 6 groupes d'avions se dirigent vers les côtes ennemies dans 6 directions différentes. La Blue Force, constituée de 100 B-24. La White Force, de 300 B-17. La Green Force, de 300 B-17. Et 3 autres groupes composés de B-26 Marauder, de bombardiers et de Spitfire. Au total, plus de 1000 avions et 8000 hommes mobilisés. L'ennemi sera partout en alerte. Il se posera plusieurs questions. Quelle est notre cible? Contre quel groupe envoyer ces avions? Notre boulot est de les aider à deviner et à se tromper. Pour cela, à 14 heures, la Blue Force ira vers l'est, suivie de la White, attirant vers eux les avions se trouvant le plus au nord.
Ces deux bases ennemies s'occuperont de la Green, laissant la White et la Blue tranquilles. Les B-26 et les Spitfire attireront les avions ennemis stationnés dans ces bases, ce qui laissera le champ libre à la Green, qui a pour mission de bombarder les usines aéronavales d'Hanovre. À 14h30, la Blue Force se dirige vers ses côtes, au nord-ouest de l'Allemagne. Mais vers quelle cible? Flensburg? Le canal de Kiel? Hambourg? Ou vers d'autres villes plus à l'ouest? En fait, la Blue Force ne transporte pas de bombes. Elle n'est là que pour attirer les avions ennemis et détourner l'attention. Car seule la White Force va bombarder Wilhelmshaven. À 15h, la White bombarde sa cible. Peu de fighters ennemis sont dépêchés pour l'intercepter grâce aux leurres de la Blue et de la Green qui bombardent Hanovre. C'est très exactement le plan de bataille pour aujourd'hui, plan qui a été mis au point par le commandement général et les forces aériennes alliées. Nous sommes au sein de la White Force. Nous traversons la ligne invisible des radars ennemis. Le casque en acier devient de rigueur. La formation serrée est tenue de main de maître. Les artilleurs sont à l'affût car la situation est dangereuse. Voilà les côtes ennemies. Du ciel, elles ressemblent à n'importe quelle autre. On y aperçoit les mêmes maisons, les mêmes jardins, les mêmes routes et usines que dans n'importe quel autre pays. À la différence près que c'est là où réside l'ennemi. C'est là où vivent des êtres qui, en une génération, ont envahi par 2 fois l'Europe et l'ont fait souffrir. Une souffrance que l'humanité n'avait jamais connue auparavant. Les Allemands ont amené tourments et douleurs, les décorations pour actes de bravoure, ainsi que les terribles télégrammes envoyés par le ministère des Armées. Les premiers tirs de la DCA. Ce ne sont a priori que de petits nuages noirs sans danger, sauf que les missiles, en explosant, envoient des shrapnels partout aux alentours. Mais pour le moment, tout se passe comme prévu. 8000 mètres en dessous, la DCA nazie s'active et essaie de calculer notre position. On n'essaie pas de lui en donner le temps. Les docks et les sous-marins de Wilhelmshaven. Nous nous approchons de la cible, et ce ne sont pas ces rideaux de fumée qui pourront nous les masquer. Maintenant, l'ennemi connaît notre direction et tire un barrage de missiles antiaériens. Il nous faut le traverser. Le pilote, le capitaine Morgan, change de direction toutes les 15 secondes pour tromper les tirs de la DCA. C'est l'heure de larguer les premières bombes. Les portes s'ouvrent. Le bombardement débute. Le pilote. C'est bon, largage effectué. On scrute le sol pour voir le résultat. C'est maintenant que nous sommes le plus vulnérables, car les fighters ennemis peuvent nous toucher. Voici les tirs. Nos tourelles leur répondent. Pour celui qui scrute le sol, le capitaine Evans, il n'est pas question de se préoccuper des tirs ennemis. Sa tâche est de se concentrer sur l'observation des premières bombes larguées. 2 fighters ennemis surgissent à 9 heures. La DCA redouble ses tirs. Un avion de notre escorte est touché, mais rien de grave. Le bombardier en chef doit être irréprochable quant à ses prises de décision, car tous les avions bombardiers largueront leurs bombes au même moment que lui. Un point précis du site à bombarder intéresse Evans.
Ce n'est plus qu'une question de secondes avant qu'il n'appuie sur le bouton fatidique. Ça y est, les bombes sont larguées. La première partie de la mission est terminée. C'était la plus facile. Mais maintenant, il faut rentrer. Les tirs de DCA ont stoppé. Cela veut dire que les fighters ennemis sont là, quelque part, cachés derrière un nuage, ou même pire, entre nous et le soleil, attendant de plonger sur nous. Ennemi à 6 heures. Voici ce que voit l'artilleur. Cette poussière dans le ciel, c'est un fighter ennemi. Et si une lumière clignote, cela veut dire qu'il tire sur nous. 23 000 balles par minute. L'un des éléments les plus importants lors d'une attaque telle que celle-ci, c'est une bonne communication radio entre les avions de la formation. J'en vois 4 à 1 heure. Ils reviennent. Fais gaffe. Deux autres arrivent. 3 avions à 9 heures. Ouvrez l'œil. Ils arrivent à 10 heures. Je les vois. Ils arrivent à 11 heures. Je les ai. J'en ai à 2 heures. Fais gaffe, Scotty. Il y en a à 3 heures. Watch him, Scotty. I got my sights on him. Check at B-17, Chuck. 3 o'clock. Loader smoking. Fighter's 10:30 coming around. Those 10:30 upper or lower? B-17 out of... Un B-17 a été touché à 7 heures. Allez les gars, sortez vite de ce coucou. Je le vois, il va s'écraser au sol. Il y a un fighter collé aux fesses. Gardez un œil sur lui. Voyez-vous des parachutes, Kinlan? Oui, 2. À 9 heures. Il y a encore 8 hommes dans cet avion. Allez, sortez de là, bon sang. 3 parachutes de plus. Attention à 11 heures. Ok, je les vois. Je l'ai eu. Kinlan, confirmé. Il n'y en a plus pour très longtemps. Ne criez pas, bon sang. Fighters à 10 heures. Ils arrivent sur nous. Économisez vos munitions autant que possible. Faites gaffe, danger à 3 heures. Cette forteresse volante est touchée. Ses moteurs en feu, elle ne cesse de perdre de la vitesse et de l'altitude. Elle se dirige vers les tirs de la DCA et se retrouve seule face à son destin. Dans une minute, les nazis vont se regrouper pour la curer. Nous ne pouvons absolument rien faire pour l'aider. Il ne nous reste plus qu'à regarder, la rage au ventre, et à surtout garder notre formation. Au sol, les techniciens attendent le retour des bombardiers. Ils prient pour que la mission se déroule au mieux et que les hommes reviennent entiers.
C'est la même chose dans toutes les bases de bombardiers. Les troupes au sol vivent intensément le drame de la situation. L'attente. Se demander qui va revenir. Regardez-les. Qui se douterait qu'une terrible angoisse les ronge? Et pourtant c'est le cas, et bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Dans leur jargon, ils appellent ce moment-là la suée. Ces hommes connaissent le plan de vol de la journée. Ils peuvent vous raconter heure par heure, minute par minute, le moment où les bombardiers rencontrent les tirs de DCA, lorsqu'ils sont au-dessus de la cible, lorsqu'ils quittent le territoire ennemi. Alors les hommes restent là à attendre les bombardiers qui ne sauraient tarder. On guette le moindre bruit de moteur. Soudain, quelqu'un les entend. Un autre arrive à les voir, petite particule au loin dans le ciel. Tout le monde regarde et se met à compter. Les inscriptions sur les fuselages sont déchiffrées. Ces avions sont prioritaires pour l'atterrissage. Les fusées colorées signifient « blessés à bord ». De la fenêtre de l'hôpital, ces gars savent ce que cela veut dire. Ils savent ce que c'est que d'être allongé dans un avion depuis plusieurs heures, dans l'air glacé, avec ses copains se battant pour ramener l'avion à bon port. L'Angleterre. Mais maintenant, tout va bien se passer. Les meilleurs secours médicaux attendent déjà au bord de la piste, prêts à intervenir dès que les avions se seront arrêtés. Une balle de 20 mm a explosé dans le compartiment radio. Un terrible choc pour ce gars-là. Il a de multiples blessures internes. Il va s'en remettre. Les explosions des tirs de la DCA ont criblé son corps de nombreux shrapnels. Les jambes de ce pilote ne sont pas belles à voir. Tous auront droit au Purple Heart, équivalent de la Légion d'honneur. Même lui. Mais de façon posthume. Une transfusion est effectuée dans l'avion. Cet artilleur est trop faible pour être transporté. Le sang qu'il reçoit, c'est la vie qu'on lui fait couler dans les veines. Qui est le donneur de ce sang? Une étudiante de Des Moines, en Alabama, ou une star d'Hollywood? C'est peut-être le vôtre. Qui que ce soit, cet homme le remercie. 36 avions ont quitté le sol ce matin. 6 sont en train d'arriver. Ça fait donc pour le moment 20 de rentrée. Avec celui-ci, 21. Il y a un blessé à bord. « 22. Il y a un mort à bord. » 23. Le moteur gauche ne marche plus. 24. Le Southern Comfort a eu un bout de sa queue arraché. 25. Ils ne savent pas comment ils ont pu rentrer. 26. Pas une égratignure. La tour annonce qu'un avion s'est posé à quelques kilomètres de là et qu'un autre vient de s'écraser. Ça fait 28. 29. Atterrissage difficile, mais le pilote était gravement amoché. 29 sont donc rentrés pour le moment. 29 sur 36. Nos pertes sont lourdes. Mais nos ennemis étaient nombreux. Nous leur avons détruit une usine aéronautique, une gare ferroviaire, une base sous-marine, des docks, des ports. Nous connaissons le nombre de morts pour cette mission, mais qui sait combien de vies vont être sauvées grâce aux torpilles que l'ennemi ne pourra tirer, aux convois qui rentreront sains et saufs. Peut-être même que les batailles seront gagnées grâce au splendide travail que ces hommes ont effectué aujourd'hui. Les pilotes et les artilleurs peuvent en rire maintenant. Le feu a causé ces dégâts à bord de leur avion.
Encore un équipage qui a eu de la chance de s'en tirer. Cet avion était un magnifique engin à son décollage. Et maintenant, regardez-le. Il a perdu son nez, entraînant la mort du navigateur et d'un artilleur. Un pilote et un bombardier ont été blessés. Le système hydraulique est HS, il n'y a plus de frein. Mais il a tout de même pu tenir le choc jusqu'à l'Angleterre. Parmi les rescapés, les discussions vont bon train sur tous les détails de la mission. Voici les survivants. Voici les Américains qui ont vu leurs camarades mourir et qui n'oublieront jamais comment l'ennemi les a tués. Ils n'ont pas la tête à être pris en photo. Dans la tour de contrôle, le colonel Ray continue à observer, à attendre les derniers arrivants. Voici les 3 derniers avions. L'un d'entre eux est celui que tout le monde attend. Le Memphis Belle. Les derniers kilomètres ont été pour eux un jeu d'enfant. Le stress les a quittés. Ils savent qu'ils vont tous bientôt rentrer au pays. À Hoboken, à Green Bay, à Nashville, à Détroit, à Chicago, à Fort Worth. Memphis Belle s'approche. Mais le capitaine Morgan ne va pas obéir aux ordres. Il décide de survoler la base avec sa forteresse volante. C'est tout à fait interdit, mais c'est un jour si particulier. Les pneus touchent pour la 25e fois le sol anglais. C'est un jour qu'ils n'oublieront jamais. Une autre journée mémorable sera lorsque le général Hansel va leur remettre à chacun cette décoration pour leur acte de bravoure. Et il y a aussi cette journée-là. Le roi et la reine d'Angleterre. Johnny Kinlan n'aurait jamais imaginé vivre un pareil moment.
L'équipe de terre n'avait pu se mettre sur son 31, mais la reine les trouva très beaux. Deux autres visiteurs vinrent rencontrer ces hommes. Le général Ecker, commandant de la Air Force, et le général Debers. L'équipe du Memphis Belle reçut pour l'occasion des habits neufs. Ils écoutèrent le général Ecker leur lire leur prochaine mission. Rentrer au pays pour former de nouvelles recrues et raconter ce qui se passait en Europe. Remercier les gens pour leur aide et leur encouragement, leur conseiller de garder le moral pour que leurs soldats aussi puissent garder le moral. C'est ainsi que les Alliés pourront continuer sans cesse à bombarder l'ennemi, jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Et tout le monde pourra rentrer à la maison. Ce film est dédié aux hommes de la 8e Air Force qui survolent continuellement l'Allemagne et qui apportent la destruction sur des cibles situées à plus de 1600 km de leur base. Des destructions comme celle-ci. À ces hommes qui n'ont jamais fui devant l'adversité.